Bonjour, donc dans la vidéo qu'on va voir aujourd'hui, je vais parler de la conformité et de la gouvernance. Alors avant de rentrer dans plus en détail, on va définir ce que c'est que la gouvernance. Donc la gouvernance en cybersécurité a été définie par plusieurs éléments. Une des définitions qui a été offerte est celle par le CISA, qui est une agence américaine de cybersécurité et de sécurité de l'infrastructure, et qui dit « La gouvernance est une stratégie de cybersécurité globale qui s'intègre aux opérations organisationnelles et empêche l'interruption des activités à cause de cybermenaces ou d'attaques. » Donc en d'autres termes, ce sont les moyens de gestion de la sécurité informationnelle ainsi que les moyens de régulation des systèmes de sécurité mis en place dans une entreprise pour atteindre ses objectifs et pouvoir... Alors là, on parle d'objectifs dans le sens où elle va pouvoir continuer à travailler, à produire son cœur de métier. Donc, les caractéristiques de la gouvernance de la cybersécurité vont comprendre des cadres de responsabilisation, donc qui est responsable de faire quoi et répondre comment, une hiérarchie décisionnelle qui va pouvoir prendre des décisions sur quoi et à quel niveau on doit monter à quel moment on doit monter à un niveau supérieur, les risques définis liés aux objectifs commerciaux, les plans et stratégies d'atténuation ou de mitigation, et des processus et procédures de surveillance. Donc, si on regarde la gouvernance, pour avoir une bonne gouvernance, on va avoir d'abord un cadre de gouvernance efficace nécessite qu'un programme de sécurité soit défini globalement et à long terme, en fonction d'éléments cruciaux en sécurité de l'information. Donc, ces aspects doivent être évalués, compris et intégrés. Le cadre de gouvernance inclut la structure organisationnelle, l'élaboration du cadre normatif, les outils de gestion de risque ainsi que l'architecture de sécurité. Donc, une fois qu'on a fait une élaboration du cadre normatif, qui est finalement une étape cruciale et très importante dans la mise en place d'un cadre de gouvernance, puisque c'est là où on va avoir la définition des politiques, des directives et procédures internes d'une organisation, et ces éléments vont constituer les outils de référence sur lesquels les intervenants se basent pour exercer leur rôle et responsabilités désignées. Donc là, on va bien dire comme quoi c'est les employés qui vont être les principaux acteurs du processus de mise en œuvre du cadre. Donc, une fois qu'on a élaboré le cadre, les définitions et de son étendue, etc., on va le mettre en œuvre et mettre en œuvre des processus qui en font partie. Et bien sûr, une fois que ça a été mis en œuvre, implémenté, on doit faire un suivi et des contrôles internes pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas quelque chose qui manque, qu'il n'y a pas un problème. Et s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, si on se rend compte qu'il y a quelque chose de manquant, on va pouvoir mettre des actions correctives et des améliorations à notre cadre de gouvernance et à notre gouvernance. Et finalement, tout ça, ce n'est qu'un processus continu. Donc on va pouvoir refaire, une fois qu'on a fait ce processus une première fois, on va le refaire de manière régulière. À chaque fois qu'il y aura des choses à rajouter, des changements, des améliorations à faire, et ainsi de suite, on va reprendre le processus au départ. Le fait d'avoir une gouvernance a des avantages. Il va de soi. L'un des premiers avantages, c'est la gestion du risque optimisée. Donc, en structurant le premier niveau de protection, une gouvernance appropriée permet de gérer
proactivement les risques. Et donc on aura des routines préventives, sensibilisation aux bonnes pratiques et mise en place d'outils dédiés, par exemple les gestionnaires de mots de passe, le filtrage d'emails, les pare-feux et ainsi de suite, sont autant d'éléments susceptibles de réduire. Donc ça va nous permettre de réduire l'exposition de notre entreprise, de notre organisation, aux activités donc aux cyber-risques, aux risques cyber. Ensuite, on va avoir un temps de réponse réduit face à un incident. Donc, et cela, grâce à finalement, on va pouvoir créer des plans de réponse aux incidents, et dans ces plans-là, on va dire qui est habilité à agir sans passer par les procédures de validation standard, quelles sont les actions à prendre selon le type de menace, quelle gestion de crise établir. Puis, un autre avantage d'une bonne gouvernance ou de la gouvernance, c'est la rationalisation des ressources informatiques. Donc là, l'établissement d'une gouvernance va induire une liste de ressources à mobiliser dans le cadre de la protection du système d'information. Et en plus de ça, les entreprises vont se retrouver avec... on sait que les entreprises risquent de se retrouver avec des logiciels et des matériels qui sont obsolètes ou qui ne sont plus utilisés. Et donc décommissionner ces logiciels et ces matériels vont permettre d'éliminer des facteurs de risque qui existent en les ayant toujours en place. Ensuite, la continuité de l'activité. Donc finalement, une bonne gouvernance va permettre de réduire l'impact d'une attaque grâce à la formalisation des directives et plans d'action adaptés. Puisque si j'ai une attaque et que je sais qu'il y a une attaque et que je sais comment réagir face à une attaque bien particulière à l'avance, je n'ai pas besoin de m'arrêter pour réfléchir à quoi faire, car j'ai déjà un plan qui existe et je n'ai qu'à suivre le plan pour pouvoir réduire l'impact de l'attaque et donc pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse continuer son activité de production le plus rapidement possible. Et le fait d'avoir une bonne gouvernance va permettre, ou d'avoir une solide gouvernance en matière de cybersécurité, va permettre d'inspirer la confiance aux investisseurs et ainsi de suite. Donc pour les investisseurs qui cherchent à minimiser leurs risques, la présentation d'un plan de gouvernance solide, il va pouvoir faire la différence et faciliter la levée de fonds. Donc ça, c'est avoir une idée de la gouvernance. Maintenant, on va parler de la conformité informatique. Alors il faut savoir, avant que je ne continue, que si vous cherchez les informations sur la conformité en anglais, vous allez trouver que le mot conformité en français va correspondre à deux mots différents en anglais, qui est conformity and compliance. On va voir les deux, mais en français, quand on parle, généralement, on parle que de conformité. Je vais faire la distinction entre les deux au courant de ces deux prochaines parties, juste pour que vous ayez une idée de ce que, si jamais vous vous retrouvez dans un espace anglophone, de ce à quoi correspond l'un et l'autre. Donc la conformité consiste à adhérer à un ensemble de spécifications internes et de normes. Et la conformité est utilisée pour mesurer dans quelle mesure une entreprise respecte ses propres règles. Un exemple, si une entreprise va signer un contrat avec un client qui stipule qu'un projet va être terminé en 6 mois, elle va démontrer comme quoi elle est conforme
en respectant le délai de 6 mois. Donc si elle termine dans les délais, elle est conforme à... elle montre bien sa conformité par rapport au contrat qui a été signé. Tandis que ce dont parle le IT Compliance, alors là, on va parler de processus par lequel les entreprises vont adhérer à des demandes, des règles et des directives spécifiques. Elle exige généralement que les entreprises et les particuliers respectent les réglementations légales et les normes du secteur. Alors ici, c'est un processus formel et explicite. Et toute violation a des conséquences claires et de lourdes sanctions. Donc on parle ici de réglementation. On ne parle pas juste d'éléments qui sont internes, de spécifications internes. On parle de réglementation légale et de normes du secteur dans lequel l'entreprise travaille. Donc par exemple, les employés se conforment aux politiques de l'entreprise en matière de protection des données en suivant des procédures spécifiques et en suivant une formation sur la conformité. Rester en conformité va permettre de rester du bon côté de la loi et d'éviter des sanctions qui peuvent être très lourdes. Et donc le processus de conformité est généralement formel, c'est ce qu'on a dit, et explicite, avec des attentes et des conséquences claires en cas de non-conformité. Alors, généralement, on va parler de types de données qui sont sujets à la compliance cyber. Et là, les lois de protection de données tournent autour des données sensibles. Et donc, parmi elles, 3 types en particulier. On va avoir the personally identifiable information, qui vont avoir les informations suivantes, par exemple date de naissance, nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, et ainsi de suite. On a les informations financières, et ici on va retrouver les numéros de carte de crédit ou carte de débit, date d'expiration, le code qui se trouve à l'arrière de la carte en général, qu'on appelle le CVV, des informations sur les comptes bancaires, et entre autres, le PIN de la carte de crédit ou de la carte de débit, et ainsi de suite. On a aussi les informations de santé protégée, ou Protected Health Information. Et là, on va retrouver l'historique médical, les dossiers d'ordonnance, etc. Donc ça, c'est les 3 types majeurs de données qui sont sujets à des réglementations et à des normes. Donc on va voir quelques normes et réglementations. Il existe plusieurs normes et réglementations à suivre selon l'industrie dont fait partie une organisation, et ainsi que les lois et réglementations en vigueur dans le ou les pays où elle est installée. Par exemple, on a le GDPR, le PCI DSS, HIPAA, NIST CSF, ISO 27001, et ainsi de suite. C'est pas les réglementations et les normes qui manquent. On va voir certaines d'entre elles et on va en parler plus ou moins en détail. Donc GDPR pour General Data Protection Regulation, ou règlement général sur la protection des données. Cette réglementation est une réglementation européenne et elle a été promulguée par l'Union européenne en 2018. Il va y avoir un ensemble de standards qui doivent être respectés par les organisations qui collectent des données ou ciblent des individus résidant dans l'Union européenne, même si ces organisations résident en dehors de l'Union européenne. En d'autres termes, si vous avez une entreprise qui est en Algérie, qui réside en Algérie, et qui va collecter des données de personnes qui résident dans l'Union européenne, cette entreprise doit respecter la norme GDPR, la réglementation. Donc dans les principes du GDPR, il y en a 7, on va en voir quelques-uns. La minimisation des données, la transparence, la limitation de stockage, l'intégrité, la confidentialité, la sécurité, et j'en passe. Ensuite,
On va voir HIPAA. Alors HIPAA pour Health Insurance Portability and Accountability Act. Alors c'est une réglementation américaine qui va assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données de santé protégées et s'applique dans le domaine de la santé. Et ici, on parle de professionnels de la santé, médecins, infirmiers, ainsi de suite, les assurances de santé, les assurances santé, les organisations qui manipulent ces informations fréquemment, et j'en passe. Donc ces différentes entités doivent se conformer à cette réglementation, sinon elles vont être sujettes à des amendes et ainsi de suite. Puis on a le PCI DSS pour Payment Card Industry Data Security Standard. Alors, c'est un standard réglementaire qui assure que toutes les organisations manipulant les informations de carte de crédit aient un environnement sécurisé. La conformité à ce standard doit être validée annuellement. En d'autres termes, une fois que vous avez fait un premier audit de conformité par rapport à ce standard, vous avez les premiers 6 mois, vous considérez comme quoi cette conformité est bonne, et les 6 mois suivants, c'est la période que vous avez pour refaire une validation de conformité à ce standard. Donc 6 mois avant la fin de la validité, vous avez la possibilité de valider votre conformité pour le cycle annuel suivant. Donc, toutes les exigences de ce standard ont pour but de protéger les données du titulaire de la carte. Et 6 principes sont mis en place. Construire et maintenir un réseau sécurisé, protéger les données du titulaire de la carte, maintenir un programme de gestion de vulnérabilité, implémenter des mesures de contrôle d'accès fortes, surveiller les réseaux et les tester régulièrement, et enfin, maintenir une politique de sécurité de l'information. Un autre standard qui existe, c'est le SOC 2, pour System and Organization Control 2. Donc, le SOC 2 établit des lignes directrices pour la gestion des enregistrements clients qui se basent sur les 5 principes de service de confiance. La sécurité. Ici, on définit clairement tous les systèmes et informations restent protégés contre les risques qui compromettent l'intégrité et affecteraient la capacité des organisations à atteindre les objectifs définis. La disponibilité. Les systèmes et informations doivent toujours être disponibles à tout moment pour qu'une organisation puisse atteindre et maintenir ses objectifs. Ensuite, l'intégrité du traitement. Donc tout traitement par le système doit fournir uniquement des informations fiables à tout moment lorsqu'il est demandé ou afin qu'une organisation puisse atteindre ses objectifs. La confidentialité. Pour qu'une organisation puisse atteindre ses objectifs, les informations ne sont accessibles qu'au personnel autorisé. On vérifie donc des aspects comme la classification des données, l'accès privilégié, le chiffrement, la conservation et l'élimination des données. Ensuite, on a l'intimité, ou le respect de la vie privée. Ici, les informations personnelles doivent être gérées, donc protégées et ou stockées d'une certaine manière, permettant à l'organisation d'atteindre ses objectifs. En d'autres termes, on doit voir si, quand, comment et pourquoi une organisation va partager ces données. Alors, dans le SOC 2, seul un service de confiance est audité obligatoirement, c'est celui de sécurité. Les autres peuvent être audités ou non, selon la demande de l'entreprise qui veut être conforme à cette norme. Ensuite, on a le NIST CSF pour Cybersecurity Framework, qui est publié par le National Institute of Standards and Technology, NIST. Le CSF
du NIST est un ensemble de lignes directrices et bonnes pratiques qui permettent d'aider les organisations à construire et améliorer la posture de cybersécurité. Alors, le CSF catégorise toutes les capacités de cybersécurité en 5 fonctions noyaux. On a identifier. Ici, ça permet de déterminer les processus et les actifs qui ont besoin d'être protégés. Puis, protéger. Et on va mettre en œuvre des mesures de protection appropriées pour protéger les actifs d'un incident. Ensuite, détecter. Mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour identifier un incident cybernétique. Répondre ou réagir, c'est mettre en œuvre des activités appropriées pour maintenir les plans de résilience et restaurer les capacités ou les services qui ont été altérés en raison d'un incident de cybersécurité. Et le dernier que j'ai oublié de mettre ici, c'est recouvrir. Et là, on va parler de implémenter les activités appropriées pour maintenir un plan de résilience et de restauration des capacités ou des services qui ont été affectés à cause d'un incident de cybersécurité. Ensuite, on va parler de l'ISO IEC 27001, généralement appelée ISO 27001 pour rapidité. La norme ISO 27001 est une norme internationale de sécurité des systèmes qui a été publiée en 2005. Alors, elle a été publiée en 2005, il y a eu plusieurs versions. La dernière version, c'est la 2022. Donc, il est titré, cette norme est titrée Technologie de l'information, technique de sécurité, système de gestion de sécurité de l'information, exigences. Alors, la norme établit ou détaille les exigences pour l'établissement, l'implémentation, la maintenance et l'amélioration continue d'un système de gestion ou de management de la sécurité de l'information, ou ce qu'on appelle un SMSI en français et un ISMS en anglais. Une fois qu'on a vu toutes ces normes, il y en a beaucoup d'autres, ces normes et réglementations, en fait, on va parler pour finir, des principaux défis de la conformité. Donc, le problème qui se pose, c'est que l'environnement réglementaire est en constante évolution. Et ça a créé un labyrinthe de conformité de plus en plus complexe pour les organisations. Néanmoins, la non-conformité peut entraîner de lourdes amendes et entraîner des opérations commerciales incapables de protéger les données ou de fonctionner avec agilité en cas d'incident. Ensuite, on a le manque de compétences et de ressources. En fait, il y a avoir du personnel compétent et qui a aussi une solide expertise en matière de conformité et de sécurité des données continue de présenter des défis. La pénurie de ressources et de compétences rend la préparation à la conformité difficile lorsque les organisations doivent naviguer dans les complexités opérationnelles pour attirer des candidats, pour occuper des postes vacants. Ensuite, on a la croissance exponentielle du volume de données. L'essor des activités numériques génère de plus en plus de données qui doivent être incluses dans les efforts de conformité des données d'une organisation. Alors, si on regarde les statistiques qui ont été données par Statistica, le volume de données des entreprises est passé d'environ 1 pétaoctet en 2020 à 2,02 pétaoctets en 2022. À ce rythme, finalement, il peut devenir un défi de taille pour les équipes de conformité des données de suivre ce rythme-là. Ensuite, le travail hybride et la surface d'attaque en expansion. Donc, les organisations étant confrontées à une surface d'attaque étendue en raison de l'adoption du cloud et des employés passant à des modèles de travail à distance, il est de plus en plus difficile premièrement, d'inventorier quelles sont les données de l'organisation et aussi
de savoir où ces données se trouvent, et afin de les intégrer dans le giron de la conformité des données. Donc c'est un problème. Et enfin, le progrès technologique. Donc les progrès des technologies permettant aux entreprises de gérer et de protéger un environnement numérique en constante évolution. Les entreprises ont donc adopté des plateformes de collaboration vidéo, rejoint la révolution des médias sociaux, souscrit à des services en tant que services et équipé leurs employés de smartphones, et j'en passe. Des innovations que les organisations doivent inclure et on doit les inclure dans les programmes de conformité des données. Donc finalement, la conformité et la gouvernance, c'est un travail qui demande du temps, de l'expertise, et qui est incessant, puisque à chaque fois, il va y avoir des choses en plus, une surface d'attaque qui va grandir, des technologies qui vont progresser, et ainsi de suite. Donc c'est sur cela que l'on termine cette vidéo sur la conformité et la gouvernance. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.